Au départ, parfois, on peut savoir rapidement ce qu'on veut faire dans la vie et d'autres fois, c'est pas le cas du tout. On peut être appelé à dévier de notre route ou il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte également, le nombre d'années requises, le montant nécessaire et la vie qui amène également ses surprises. Bref, le marché de l'emploi, c'est ce dont nous a demandé de parler Benjamin Durocher, 21 ans de Montréal. Bienvenue à Génération Z. Bienvenue à vous trois sur le plateau de Génération Z. Je te présente d'abord Catherine Paré, coordonnatrice des services en emploi et orientation au Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, c'est bien ça? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Sadraque et Pascal. Bonjour. Merci, messieurs, très apprécié votre présence aujourd'hui. On parle d'emploi pour cette émission. Évidemment, on va dire beaucoup de choses en une demi-heure, mais je veux surtout avoir votre perception des employeurs futurs. Sadraque, tu sais déjà, entre autres, ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Oui. Bon, alors tu as déjà des attentes sur le marché de l'emploi. Et je vais vous poser la question à vous, d'abord, Catherine, à savoir justement, est-ce que vous voyez là, avec les jeunes, est-ce que leurs attentes est déjà pas mal définies? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent plus tard sur le marché de l'emploi ou c'est pas vraiment encore le cas? Ça va dépendre de certains jeunes. Donc oui, il y en a qui ont des attentes, ils savent quel type d'emploi ils recherchent. Donc, ils ont juste besoin d'un peu d'outils pour trouver un emploi. Puis d'autres, par contre, sont complètement perdus, ils n'ont aucune idée. Donc, c'est de les accompagner dans leur réflexion, entre autres. Est-ce que pour la plupart, sont déjà confiants de se trouver un emploi facilement, au moins? C'est une très bonne question. J'avoue qu'on ne pose pas souvent la question. Il y en a qui ont des grands espoirs de trouver rapidement des emplois, sauf que s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont besoin d'un petit coup de main, ils n'ont pas réussi à le trouver d'eux-mêmes. Donc, c'est voilà. Ça. Reste à voir les années à venir. En tout cas, au moins, tu pars avec une bonne base quand tu sais où tu te diriges, tu as déjà une certaine vision de la chose. Sadraque, à partir de quel moment, toi, tu as su déjà le métier que tu voulais faire? Quand j'avais 15 ans. Ah! Ouais, quand j'avais 15 ans, j'ai pris la décision, je me suis dit, moi, du show business, de l'événementiel, je vais faire ça pour toute ma vie. Et peu importe que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs dans le monde, même si ça finit par être en Haïti, je sais pas moi, n'importe où, moi, c'est ça que je veux faire. C'est dans le milieu télévisuel puis dans l'événementiel, ça a été mon premier déclic. Puis dès que je l'ai eu, bien, les études que j'ai faites puis je suis en train de faire en ce moment, c'est vers ça. Good. Et tu pourrais déjà animer dans d'autres langues, en fait? Yes, indeed. Oh, j'ai-tu le droit de parler anglais? Ben, si tu veux. OK, yes, indeed. Ouais. Ça aide davantage, évidemment, que quelqu'un qui focus sur une langue. Je te le souhaite, Sadraque. Et justement, est-ce que tu as des attentes en particulier face au milieu de l'emploi, à tes futurs employeurs? Ben, les attentes en tant qu'employeur, moi, c'est pas nécessairement je dirais plus une vision en sachant que on s'entend, c'est un milieu qui est assez, je ne veux pas dire restreint, mais c'est contingenté. Les budgets sont serrés. Donc, moi, je me vois plus en tant que travailleur autonome dans ce milieu-là. Je vais être dans une position où est-ce que oui, je vais travailler avec un patron à sous-contrat, mais moi, je me vois en général dans une perspective de travailleur autonome. Okay. Donc, c'est vraiment d'avoir plusieurs sources de revenus dans ce milieu-là pour pas nécessairement dépendre d'une source et puis on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Ça, évidemment, je t'apprends rien en te disant que les communications et ce genre de métier-là est quand même assez exigeant, demandant, surtout pour percer. C'est pas évident de faire sa marque. Est-ce que tu es tout de même confiant que tu vas réussir à faire? Ben moi, c'est ça qui me drive. C'est ça mon bout. J'aime ça. Moi, je suis un gars de défi. Je suis un gars de défi, puis même au cégep, j'ai pensé... Là, je vous dis ça tout de suite, mais ça m'a pris du temps avant de vraiment accepter ça puis d'avancer avec ça. Mais j'ai pensé à faire d'autres choses. J'ai pensé à travailler... Ouais, peut-être aller dans l'espace. Ça, c'était un de mes rêves quand j'avais 8 ans. Mais j'ai pensé à faire autre chose. Bûcheron, ou je te dirais peut-être aussi... tu vois les gars qui transportent les navires. Comment on appelle ça? Les capitaines, là, les capitaines de navires. Non, pirates? C'est large, oui. Exactement. Pirates de l'espace puis de la mer. Non, pas ça. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai pensé à faire autre chose, mais
pas que j'aimais pas les études qui venaient avec, mais ça me donnait pas... j'aimais pas le sentiment de sécurité parce que je savais que dès que j'allais être installé, exemple, dans un milieu comme le droit, j'avais pensé faire du droit, j'avais pensé être dans la gestion des ressources humaines, mais c'est sécuritaire. Et moi, je suis quelqu'un d'aventurier. Je n'aime pas la sécurité. Je trouve ça intéressant parce que pour la majorité des gens, on va plutôt à l'inverse, chercher quelque chose qui va nous rassurer, hein, quelque chose de stable à ce moment-là. Je vais passer maintenant la parole à Pascal. Oui, Pascal, est-ce que tu as un parcours similaire à celui de Sadraque dans le sens qu'est-ce que tu as su rapidement le métier dans lequel tu voulais œuvrer? C'est ça. Moi, on est quand même Enfin, moi, je suis d'une époque où on te demandait qu'est-ce que tu voulais faire plus tard. Tu sais, c'est une époque où ça commençait comme ça, la première question. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Maintenant, à mon avis, les gens cherchent plutôt du travail là où il y en a. On cherche à étudier dans un domaine pour accéder à un travail plus tard. C'est plus par rapport à ce qu'ils veulent faire. Il y en a encore quelques rebelles qui veulent trouver un travail par passion. Mais maintenant, on cherche plutôt un travail là où il y a du travail, à mon avis. On oriente ces diplômes pour être sûr de trouver quelque chose qui nous rapporte de l'argent plus tard. Et oui, moi, je suis d'une génération où on faisait nos études par passion et parce qu'on aimait ça, tout simplement. Mais en même temps, à t'écouter parler, tu t'en faisais pas trop. Si jamais tu as à te déplacer vers une autre carrière, tu vas faire avec. C'est sûr que j'ai jamais eu pour idée de changer de branche. Mais je sais que les jeunes, maintenant, ils ont pas de problème avec ça du tout. Là. Ils peuvent changer, passer d'un truc complètement... qui n'a rien à voir avec leur cursus scolaire ou quoi que ce soit. L'époque de la bohème continue. Elle a repris. Mais c'est bien, parce que comme tu disais, l'avenir, c'est dans le travailleur autonome aussi. Je pense que les gens ont besoin de se sentir libres un petit peu. Effectivement, ouais. De plus se sentir oppressés par un patron. Et puis de faire ce qu'ils veulent. De faire leur propre argent, déjà, c'est une satisfaction personnelle. Mais n'empêche, je tiens à rajouter quelque chose là-dessus. C'est important d'avoir un patron. C'est important d'être encadré aussi. J'entends souvent du monde de mon âge, les jeunes dire, moi, je veux être... Il y a là la fameuse expression indépendant financièrement, je veux pas avoir de boss, je veux faire ce que je veux. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Non. Personnellement, je connais des entrepreneurs et eux aussi, ils ont des boss qui est leur client. C'est ça, mais je veux dire... On a tous un boss. Non, mais dans le sens qu'il y a une structure de travail avec tout ce que tu fais. Tu peux pas te lever du jour au lendemain. Tu n'es pas obligé de l'avoir, hein, d'avoir quelqu'un dessus de toi. Si tu as trouvé justement un truc dans lequel tu peux gagner ta vie, c'est sûr que tu vas devenir ton propre patron. C'est sûr que tu vas jamais être stable financièrement. Mais c'est une satisfaction de pouvoir se dire que je fais rouler mon business, je fais rouler ma vie tout seul. Sans qu'on te fasse peur, de te menacer ton emploi ou quoi que ce soit. Mais c'est surtout cet aspect-là, parce qu'on a bien beau être ouvert à d'autres choses, mais quand on a une famille, des paiements, et Dieu sait que les paiements aujourd'hui, c'est quelque chose, de pas trop savoir où on se dirige, est-ce qu'on va avoir l'emploi. Tu sais, Sadraque, dans le fond, si t'es pas embauché, tu vas te la créer toi-même, ton emploi, ton travail. C'est là qu'on sait pas trop. Quelle vision de l'emploi on leur vend aux jeunes? Je suis curieux de voir l'autre côté de la médaille. Quand on leur parle d'emploi, qu'est-ce qu'on va leur mentionner la plupart du temps ou en gros? Quand ils viennent nous voir pour la recherche d'emploi, ça va dépendre de la vision. Je trouvais ça intéressant, les deux visions que vous avez par rapport à travailleur autonome, flexibilité, puis ici, plus stabilité. Donc, ça va dépendre, c'est sûr, du jeune qui vient. Donc, sur le marché du travail, il y a les deux volets qui s'offrent. Donc, autant un volet stabilité, sécurité d'emploi qu'ils peuvent trouver, c'est un peu plus difficile, qui vont moins chercher leur passion, leurs intérêts, mais d'autres aussi qui vont vers leur passion sans nécessairement se soucier des réalités du marché du travail. OK. Est-ce qu'avec la technologie d'aujourd'hui, on dit que les robots maintenant prennent de la place de plus en plus sur les chaînes de montage en particulier, avec le vieillissement de la population en même temps, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir davantage de travail pour les dernières générations ou à l'inverse, moins? Non, moi, je pense qu'il va toujours avoir du travail parce que veux pas, dans une entreprise, tu as besoin de personne. C'est des gens, on travaille entre êtres humains. Comme en ce moment, le travail qu'on fait, là, avec les régisseurs de plateau, etc., c'est pas un robot qui pourra faire ça. Ça va avec le feeling, c'est les émotions. Je serais étonné, hein? Je serais très surpris. Non, mais le robot, il peut dire 5, 4, 3, 2, 1, coupé, mais arriver pour te dire ne stresse pas, vas-y, c'est ton moment, continue ton bon travail. Un robot peut pas me dire ça. Je pense que le marché il va évoluer. C'est-à-dire, oui, il va y avoir des robots, mais il va y avoir des gens qui vont s'occuper du robot.
Donc, il va peut-être avoir plus de... Ça fait peur un peu à ce que tu dis. Mais quand on parle de, tu sais, juste une manufacture, bien, des électromécaniciens qui s'occupent de la machinerie, bien, on a besoin, il en manque d'ailleurs sur le marché du Il y a un robot travail. qui va s'occuper de celui qui s'occupe du robot. Oui. Là, on est dans... Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui comprenne le fonctionnement de l'autre robot aussi. Puis ça va être un autre robot. Voilà. Je vous arrête quelques instants. On poursuit la discussion après vous avoir proposé ce vidéo, en fait, des opportunités d'emploi avec les formations professionnelles et techniques que voici. Bon, là, je pense que j'ai pas le choix. Faut que je réponde à la fameuse question « Qu'est-ce que je vais faire plus tard? » Je connais les bonnes réponses pour faire plaisir ou qui font rire. Médecin, avocat, star de télé-réalité. Toi aussi, tu disais la même chose, hein? On a tous les mêmes modèles en tête. On voit, puis on entend toujours les mêmes choses. À la télé, au cinéma, dans les magazines. Les gens ont toujours des métiers glamour, puis on a l'impression qu'ils ont jamais besoin de travailler. Pour mes parents, mon avenir, c'est simple. Je m'inscris au cégep, à l'université, je fais 2 doctorats, puis je deviens prix Nobel de quelque chose, le même jour que j'obtiens mon permis de conduire. Ah oui, j'oubliais. Puis je deviens le maître du monde avant mes 30 ans. Facile, l'avenir, quand c'est pas le tien. À l'école primaire, on nous apprend à lire, à écrire, à compter, puis au secondaire, la grammaire, les maths, l'histoire, la géo, les sciences, l'anglais, plein de choses qui vont être utiles. Enfin, on espère. Mais quand vient le temps de faire des choix plus concrets, quand il faut décider de ce qu'on voudrait faire en considérant nos capacités, le nombre d'années qu'on veut encore passer à l'école, nos goûts, nos rêves, on sait plus où donner de la tête. Mais ce qu'on sait pas, c'est que dès la fin du secondaire, on peut apprendre un métier spécialisé dans un centre de formation professionnelle ou devenir technicien ou technicienne au cégep. Et dans les 2 cas, les diplômes mènent directement au marché du travail. Les centres de formation professionnelle permettent d'apprendre plusieurs métiers comme soudeur, cuisinier, plombier, infographe, mécanicien, grutier, dessinateur industriel et beaucoup d'autres. Dépendamment du programme choisi, on peut suivre une formation professionnelle sur 1 ou 2 années. Quant au programme au cégep, donc la formation technique, il dure généralement 3 ans et débouche sur des emplois comme technicien en informatique, technicien en génie civil, technicien en avionique, hygiéniste dentaire, designer industriel et bien plus encore. Qu'on choisisse le professionnel ou le technique, faut savoir qu'il y a de plus en plus de passerelles qui te permettent de continuer tes études. C'est important, ça. Ça veut dire que tu te fermes aucune porte. Tu l'as déjà entendu, cette expression-là, hein? Ne ferme aucune porte. Ton diplôme en formation professionnelle peut être reconnu pour poursuivre des études au cégep et ton diplôme de formation technique peut aussi te permettre d'aller à l'université. Et le plus beau là-dedans, c'est que ces programmes de formation professionnelle et technique sont nombreux. Très nombreux. En fait, il y en a plus de 300, partout au Québec. Et au bout, il y a des emplois. Et tu peux gagner un super bon salaire. Et tu peux planifier de partir ta propre entreprise dans ton domaine. Devenir un entrepreneur, un patron, un homme ou une femme d'affaires respecté. Faut simplement ajouter ces possibilités de formation à toutes les autres possibilités de carrière qu'on connaît déjà. Si tu veux en savoir plus, il y a un site web qui regroupe toutes les informations sur les métiers spécialisés offerts dans les centres de formation professionnelle et les programmes de formation technique au collégial www.inforoutefpt.org. Fait que la prochaine fois qu'on me reparlera de mon avenir, je vais pouvoir sortir des clichés qu'on entend tout le temps. Parce qu'une formation dans un métier spécialisé, ça peut aussi m'aider à conquérir le monde. Pour reprendre où on a laissé, mais en fait, je suis curieux d'entendre aussi ce que vous avez comme critères pour les bonnes conditions de travail. Tu sais, on dit que les jeunes, en particulier aujourd'hui, faire du 9 à 5, c'est plus dans les priorités. En même temps, on veut un patron qui communique énormément. On veut pouvoir faire du télétravail à la maison. Des bonnes conditions de travail, c'est quoi, selon vous? Écoutez, l'affaire, c'est que je suis un artiste. Hein. Pour moi, si je pourrais laisser la parole à Pascal avant. OK, si tu veux. En fait... J'avoue que dans ton cas, comme emploi, c'est complètement différent parce que tu peux avoir des chiffres de travail de week-end, de soir, de nuit. Il y a rien c'est ça, les artistes, c'est regardent pas les heures. différent. Mais effectivement, déjà, me concernant, un job intéressant, c'est un job qui est pas loin de la maison. OK. Déjà, parce que moi, j'ai du mal à perdre 1h30 de ma vie dans une voiture le matin. C'est pas possible. Et donc ça, c'est déjà un premier critère, quelque chose en 5 minutes, si je peux arriver au travail, tant mieux. Et puis après, tu sais, c'est une fois dans l'entreprise que tu peux faire tes ajustements. C'est pas, entre êtres humains, on peut quand même s'entendre sur
qu'est-ce qui arrange l'employé, qu'est-ce qui arrange le patron. Je pense qu'on peut travailler une fois qu'on est embauché pour ajuster sur place certaines choses. C'est pas seulement dans le descriptif de l'emploi qu'on peut savoir s'il y a de bonnes conditions ou pas. Il faut s'entendre sur place. Et je crois que les employeurs sont de plus en plus ouverts aussi à s'adapter. Moi, dans ma tête, comment je vois ça, c'est que tant aussi longtemps, au moins qu'on n'est pas comme dans le début de la révolution industrielle, là, où tu avais ta tante à côté de l'usine, puis tu devais rester là jusqu'à samedi parce que tout le monde travaillait 6 jours semaine, de 8 heures le matin à minuit le soir. Mais tant aussi longtemps que les conditions te permettent d'avoir une vie équilibrée. Moi, c'est ce que je vois. Si je me mets dans la peau d'un employeur et d'un employé aussi, si la vie de chacun est équilibrée, dans le sens que, est-ce que tu as du temps pour aller chercher tes enfants, passer du temps avec tes enfants? Si tu as d'autres obligations aussi, des fois, on ne sait pas. Tu peux être autant à Laval, exemple, tu travailles à Laval, puis tu dois aller rejoindre ton conjoint ou ta conjointe. Ouais, moi, c'est ça. Je trouve ça hallucinant qu'on ait à passer plus de temps au travail qu'avec... par exemple, moi, j'ai une petite fille. Je me rends compte que je passe plus de temps au travail qu'avec une petite fille à la journée. Mais les employeurs sont plus sensibles à la conciliation travail-famille, travail-études aussi. Mais en termes d'horaires, si on regarde les horaires, ça va dépendre des milieux. Moi, je me rends compte que les milieux qui sont plus jeunes sont plus à l'écoute aussi des nouveaux employés qui rentrent sur le marché. Si on parle au domaine de l'informatique, le domaine culturel. Donc, au niveau de la flexibilité, des avantages d'horaires, entre autres, de congés, sont plus ouverts que des entreprises qui sont plus industrielles, je te dirais. Les horaires sont plus fixes, ont plus de structure. Est-ce qu'il est encore aujourd'hui nécessaire d'avoir le plus de diplômes possible? Tu sais, si on veut vraiment avoir un emploi le moindrement stable pendant un petit bout de temps, le moindrement payant aussi, est-ce que les diplômes, parce que dans le fond, poser la question, c'est d'y répondre, mais il y en a pour qui... On veut aller sur le marché de l'emploi rapidement, puis on veut pas trop étudier longtemps. Donc, votre perspective? Personnellement, si je peux parler par expérience, lorsque j'ai fait mon premier stage, j'ai pris une claque. Ah ouais? Pas dans le vrai sens du terme, mais j'ai pris une claque de la vie, en fait. Puis, non, c'est ça, mon employeur. Non, vas-y, c'est pas... Non. Mais j'ai pris une claque parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris, c'était à la fin de mon cégep. Puis, avant d'entrer à l'université, j'ai fait mon premier stage. Et comment ça s'est passé? C'est que pendant 21 jours, j'étais dans un bureau à faire les tâches qu'on me demandait, les tâches qui étaient à faire. Il y avait entre guillemets, des missions, des projets. Puis tout ce que j'avais appris à l'école, je te dirais 15 % de ça, je l'ai mis en application. Puis le 85 % je l'ai mis en application, mais de ce que j'ai appris sur le terrain. Dans mes autres emplois, dans mes autres jobs, de ce que j'ai appris en faisant des projets à l'école, de ce que j'ai appris en faisant des projets personnels. C'est vraiment l'expérience et le vécu que j'ai mis en application. Puis je suis comme, OK, mais à la fin, pourquoi j'ai fait 3 ans au cégep? C'est pour le bout de papier ou c'est pour dire... c'est un peu des deux, mais c'est obligé de l'avoir, le bout de papier. C'est ça, il faut l'avoir, le bout de papier. Mais j'ai fini par comprendre que je peux pas totalement miser que sur le diplôme. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Je m'excuse de l'anglicisme, il y a un clash entre le marché du travail puis la formation scolaire. Donc, la formation, on apprend des connaissances, on a des cours, on apprend la base d'un métier, d'un milieu, mais c'est en appliquant ces connaissances-là qu'on évolue sur le marché du travail. Ouais. Puis l'expérience de travail acquise avant, donc peu importe que ce soit considéré comme une job-in ou une autre forme d'expérience, c'est ça qui va te faire cheminer sur le marché du travail. Puis la formation peut te permettre de te démarquer par rapport à d'autres candidats, selon moi. Effectivement. Oui, parce qu'il faut que l'employeur te donne une chance. C'est-à-dire que si tu as le diplôme, tu es prêt, mais que personne ne veut te donner ta chance, finalement. C'est ça. OK, par curiosité maintenant, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Un bon salaire, qu'est-ce que c'est en 2016 avoir un bon salaire? Un bon salaire, c'est que je pense... Ça dépend de tes critères, de ce que tu attends de la vie. Évidemment. Tout simplement. Quelqu'un qui fait, je sais pas, on lance un chiffre en l'air, 400 000 par année, peut-être qu'il peut être endetté. Hein? Ouais. Si tu ne gères pas ton argent correctement, c'est... Ouais. Quelqu'un qui fait 4 fois moins, peut-être qu'il vit très bien. Écoute, il faut penser business. Il faut penser, pardon l'anglicisme, il faut penser affaires. Tant qu'il y a du profit, bien là, on peut dire que ton entreprise personnelle, qui est ton poste, est en santé. Si tu as un emploi qui te fait, là j'exagère, 1 million par année, mais tu es endetté de
C'est ça, 2 millions. 999 999 $ et 99 sous. C'est ça. Mais t'as fait un profit. T'as même pas fait de. T'as perdu une T'as perdu une pièce, c'est ça. T'as un sou. Donc, t'es pas. Le bon salaire, ce que je dirais, c'est un salaire qui te permet de payer toutes tes dépenses, loyer, etc., et d'avoir un profit par-dessus tes dépenses, logiquement parlant. Mais c'est peut-être parce que je focusais un peu là-dessus plus jeune, mais moi, j'avais déjà une base. Je m'étais dit, quand j'étais pour commencer mon domaine, mon emploi, si jamais je touche en temps et temps, ça serait quand même pour moi très bien. Mais tu voulais quoi par rapport à ton très bien? C'est ça qui est dur. Moi, je comprends parce que c'est dur, parce que j'étais pas conscient des dépenses. Tu veux partir en vacances 4 fois par année? Ça. Tu veux quoi? Je sais pas, ça dépend de ce que tu veux. Mais c'est pour ça que j'étais curieux de vous poser la question, puis en même temps, ça répond. Mais en même temps, est-ce qu'on peut faire une moyenne d'un emploi? Tu sais, quand on dit le salaire moyen aujourd'hui pour la majorité des gens, ça se situe à quoi, vous pensez, sur le milieu de l'emploi? Est-ce qu'on a une réponse peut-être de ton côté? Moi, la moyenne, je dirais que c'est entre 35 et 40 000 $ par année, selon le milieu. Donc, j'ai beaucoup de jeunes qui arrivent, ils veulent commencer avec un salaire de 60 000. Il y a peut-être même pas 40 de la population qui fait 60 000 par année ici. Donc, c'est la réalité du marché du travail. Il faut s'ajuster. Ouais. On est de retour après le Vox Pop maintenant qu'on tourne au collège. On veut savoir si vous êtes confiant avec le marché de l'emploi, de vous trouver rapidement un job à la sortie de l'école. Si Xavier Dolan est capable, nous on est capable. Hein? Pourquoi pas? Là, si on met les efforts nécessaires, je pense qu'on est capable de réussir. Là. Est-ce que vous avez des attentes particulières face au marché de l'emploi? Aller à Cannes. OK. Vous étudiez dans quel domaine, finalement? Cinéma. Honnêtement, ils disent que c'est quand même difficile de se trouver un emploi parce que t'as pas d'expérience, puis les gens veulent de l'expérience. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Travail social. Je pense qu'il y a beaucoup d'emplois qui peuvent s'ouvrir, principalement dans la médecine et l'ingénierie, là, personnellement pour moi. Je pense que je vais pouvoir m'en trouver un, mais ce qui va être plus dur, c'est de rester dedans, là. Parce que souvent, si tu vas en ingénierie ou quelque chose comme ça, ils prennent les jeunes parce qu'ils les payent moins cher, mais dès que tu commences à vieillir, ils peuvent te laisser partir pour les nouveaux arrivants. Tant que le job est amusant, m'intéresse, puis que ça paye quand même bien, faut pas exagérer non plus, moi ça me dérange pas vraiment. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire dans la vie? Je compte peut-être aller en génie. J'ai pas encore décidé, je suis encore en train de chercher. Et tant qu'il y a des maths dedans, moi ça me dérange pas, ça me va. On veut savoir, c'est quoi tes attentes face au marché de l'emploi plus tard? Ça va être assez difficile, mais je suis assez confiant, je suis quelqu'un de charismatique. Tout ce qui est question d'entrevue, trouver des personnes, contact, je sais que je vais réussir. Tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ouais, je sais déjà. C'est-à-dire? C'est secret. Processus d'embauche, évidemment, on n'a pas le choix de passer avec une entrevue au départ, question de rencontrer les gens pour qui on pourrait travailler éventuellement. Est-ce que vous êtes nerveux en entrevue? Est-ce que vous êtes confiant? Vos expériences jusqu'à maintenant? Peut-être, Sadraque, je te vois sourire. C'est sûr qu'il t'est arrivé des belles histoires. J'ai plein de flashbacks d'entrevues puis de job-in étudiants que j'ai écouté. Faut que je vous raconte une histoire. Je voulais travailler. Puis, j'ai été passé... Moi, je suis le genre de personne, quand je vais porter un CV, moi, je demandais à voir directement le gérant. Parce que je sais que la personne... C'est une bonne stratégie. Non, parce que le caissier, lui, il va voir ton CV puis il va le mettre en dessous. Là. Les caissiers, des fois, on s'entend que soit parce que ils aiment pas ta face, ou sinon parce que c'est tout simplement par pure habitude de prendre un dossier puis le mettre en dessous. Bref, moi, je demande à avoir un gérant. Et puis, je l'ai fait à plusieurs places. Et j'ai fait des entrevues sur place. On devait me rappeler pour passer faire des entrevues. Et 4 places en même temps m'ont appelé. J'avais 4 places en même temps qui m'ont appelé. Puis, c'était juste de savoir si oui ou non je voulais venir travailler. Puis, il y a un job que j'ai pris. Il y a un autre job que j'ai pris aussi. Mais j'avais oublié. J'avais complètement oublié. On m'a donné... J'ai oublié, j'avais 2 emplois, puis on m'a envoyé mon horaire et tout, etc. On m'a envoyé mon horaire, ma journée de formation. Puis on m'a plus jamais rappelé. Je me suis plus jamais présenté là, même pour aller magasiner. Je peux aller. Non. Trop de travail au Québec. C'est ça partait bien, puis finalement, ça s'est mal terminé. Non, ça s'est bien terminé parce que j'ai commencé dans un emploi, mais l'autre emploi, j'avais oublié. J'avais oublié qu'ils m'avaient engagé, puis je leur ai dit oui en plus. En tout cas, bref, même pour aller magasiner, là, puis je veux pas dire le nom du magasin non plus, j'ai fait exprès. Mais c'est bon comme expérience, sais-tu, parce que dans le domaine dans lequel tu te diriges, tu vas en avoir besoin de plusieurs emplois que tu vas pouvoir comme ça. Effectivement, ça, c'est de gérer tout ça. Pascal, est-ce que tes expériences passées, ça se déroulait bien? En fait, c'est drôle parce que moi, je suis dans l'audiovisuel, c'est mon domaine, et j'ai jamais tous les emplois auxquels j'ai pu accéder, j'ai jamais passé d'entrevue. Wow! Parce que, à part au Québec,
Mais en France, j'ai jamais passé une entrevue. Tout se faisait par bouche à oreille. Là, je connais quelqu'un, il travaille bien, lui, machin. Les contacts. Et j'ai un gros problème avec la formalité. C'est-à-dire? C'est que maintenant, j'ai eu à passer des entretiens et je ne sais pas comment faire. C'est que j'arrive et puis peut-être que je ne sais pas me vendre, mais j'arrive pas à me vendre comme... J'arrive pas à vendre mes compétences. Est-ce qu'on peut improviser une entrevue? Non, j'ai pas envie. Et le truc, c'est que moi, j'ai un souci avec ça parce que, tout simplement, ça se faisait tellement plus simplement avant par rapport à ce que tu sais faire, tout simplement. J'ai pas besoin de parler vraiment. Est-ce qu'on leur apprend des techniques aux jeunes? Oui, parce qu'on voit aussi la différence des personnalités. Toi, tu es beaucoup plus dynamique quand tu démontres... Je suis pas dynamique, moi. Non, mais tu es plus calme. Ah oui, ça, c'est vrai. OK. Tu es plus calme. Donc, ici, dynamique, ça démontre la confiance, l'assurance. Ici, quand on est plus calme, on est peut-être moins porté aussi à mettre de l'avant toute ton expertise, ta connaissance. Tandis que quand c'est le bouche à oreille, c'est quelqu'un d'autre qui parle pour toi. Là, il faut que tu parles pour toi. Donc, il faut avoir une certaine confiance en soi, puis se connaître et à pouvoir mettre ça de l'avant. Oui, mais c'est fatigant parce que des fois, j'ai eu à lire des offres d'emploi et puis c'est juste drôle ce que je lisais. Il y a des gens savoir gérer le stress en toutes circonstances. Ça donne pas envie d'y aller vraiment. Alors, je me présente à un emploi, puis je sais que je vais être stressé. Tu sais? Je sais pas comment ils formulent leur truc, mais des fois, ça marche pas. Tu parlais de contacts, tu me fais penser à ça. Est-ce que les contacts, c'est nécessaire aujourd'hui pour réussir dans le milieu dans lequel on veut percer? Moi, je crois qu'avoir le réseau de contacts, c'est aidant beaucoup. C'est une des méthodes qu'on sous-estime, mais le bouche-à-oreille encore, c'est pour avoir une entrevue, pas nécessairement pour obtenir un emploi. Ouais. Mais avoir des contacts, donc quand on fait des études, les personnes avec qui on étudie, les anciennes expériences de travail, on parle des médias sociaux, LinkedIn, qui est un site de réseautage également, que la nouvelle génération va de plus en plus utiliser. Donc, moi, je crois que c'est un gros plus. J'ai lu une statistique, corrigez-moi si c'est faux, mais à ce qui paraît, je crois au Québec ou au Canada, 80 des emplois qui ont été cherchés par des individus se sont faits par l'entremise de contacts. C'est sûr. Ça s'appelle le marché caché, en fait. Mais oui, c'est une des... Moi, je suis sûr qu'il y a des offres d'emploi qui sont affichées, mais ils ont déjà trouvé la personne depuis longtemps. Ouais. Il y a des affiches juste parce qu'il faut le faire, mais ils ont déjà trouvé quelqu'un. Ça, c'est sûr que c'est 90% des emplois sont comme ça. Ça arrive très souvent. Ouais. J'ai quelques statistiques rapidement parce qu'on arrive déjà à la fin et je veux vous interpeller là-dessus. Vous me dites si ça vous interpelle et vous réagissez. Entre autres, on dit que pour la première fois de l'histoire, 4 générations vont se côtoyer sur le marché du travail. Les baby boomers, les X, les Y et les Z. Ça fait place à quelques conflits parfois parce qu'on n'a pas vécu la même chose. Les Z ont une vision bien à eux du monde du travail. Pour 87 d'entre eux, l'employeur idéal est engagé dans la communauté, notamment en créant des emplois localement. Intéressant que, comme ça, en débutant notre carrière, on soit déjà en train d'avoir cette vision-là du marché de l'emploi. Davantage que les Y, les Z sont susceptibles de transformer les organisations pour lesquelles ils travaillent. En tout cas, c'est une étude qui a été faite au Canada. Donc, on pense que déjà, ceux qui entrent pour un employeur vont changer l'entreprise pour la plupart d'entre eux. C'est quand même intéressant, je trouve. Évidemment, ça dépend de la direction que l'entreprise va prendre. J'ai hâte de voir les répercussions de la génération Z, justement, parce qu'ils sont encore tout jeunes. Donc, ils vont prendre de plus en plus de place. Puis je pense que ça va donner un nouveau souffle sur le marché du travail. Hey, ils ont le rêve américain. Nous, il nous faut le rêve québécois. Non, pour vrai, il faut une génération d'ambitieux. Toujours un plaisir de t'avoir, Cédric. Tu mets toujours des propos sur le plateau, j'aime beaucoup. Alors, c'est déjà la fin, malheureusement, pour l'émission. Catherine Paré, qui est coordonnatrice des services en emploi et orientation Carrefour Jeunesse Emploi de Laval. Merci. Merci, Cédric, Pascal. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, il sera question de l'autorité. À bientôt, tout le monde.